La conflictualité sociale est-elle moindre aujourd'hui que lors des Trente Glorieuses? Certains indicateurs laissent penser qu'en apparence, les conflits traditionnels sont moins nombreux aujourd'hui. Les conflits traditionnels sont des conflits qui portent avant tout sur le travail. Les acteurs sont les syndicats de salariés qui s'opposent au patronat. Les revendications sont avant tout économiques et matérielles. Des hausses de salaire, de meilleures conditions de travail. Deux moyens d'action sont alors privilégiés, la grève et la manifestation. Or, depuis une trentaine d'années, quand on regarde les deux indicateurs, baisse du nombre de jours de grève et baisse du taux de syndicalisation, on peut en penser que les conflits traditionnels auraient tendance à disparaître. Comment expliquer cette moindre conflictualité? Premier grand déterminant, la transformation des emplois. La hausse du chômage et le développement des emplois précaires font peur aux salariés. Ils craignent de perdre leur emploi s'ils se mobilisent. Ensuite, les grands bastions ouvriers se réduisent. En effet, les emplois créés le sont dans les services et dans les PME avec le phénomène d'externalisation. Les nouvelles organisations du travail individualisent aussi la relation salariale et donnent donc moins de poids au collectif. Enfin, les menaces de délocalisation brandies par certaines entreprises en cas de conflit peuvent être un frein à la mobilisation. Dernier déterminant, le développement de l'individualisme. C'est le paradoxe d'Olson qui met en évidence que des individus aux intérêts communs, dotés de moyens d'action et conscients de leur intérêt, ne vont pas obligatoirement se mobiliser. C'est le phénomène du passager clandestin. En effet, l'individu, avant de s'engager, opère un calcul coût-bénéfice. Il compare le coût de l'action, la perte de salaire due à la grève, de temps avec la manifestation, avec le bénéfice de l'action, le succès de la revendication. Or, le coût est individuel, alors que le bénéfice est collectif. Il est obtenu même si l'individu ne participe pas à l'action. Ainsi, l'individu n'a pas intérêt à se mobiliser selon Olson. Comme tous les individus adoptent le même comportement, il y a donc de moins en moins d'actions collectives. Cependant, de nouveaux mouvements sociaux vont apparaître. Il y a de nouveaux acteurs, les femmes, les jeunes, les minorités ethniques. De nouvelles revendications sur les valeurs, l'égalité, l'environnement, sur la culture, la sociabilité, mais aussi de nouveaux moyens. Ces mouvements développent une méfiance vis-à-vis des organisations institutionnalisées comme les syndicats. Ils vont en revanche adopter des modalités plus inventives. C'est par exemple les Femen lors du défilé du 1er mai. Comment expliquer l'apparition de ces nouveaux mouvements sociaux? D'après Englehart, la croissance économique a entraîné un enrichissement de la population. Comme ses besoins primaires sont satisfaits, elle n'a plus de revendications quantitatives et matérielles. En revanche, elle passe à des nouvelles revendications post-matérialistes. Ces revendications sont aussi assurées car la population est plus instruite. Les individus se sentent capables de réfléchir de manière autonome. Cependant, même les conflits traditionnels n'ont pas réellement disparu. Ils se sont plutôt transformés. En effet, les revendications restent encore matérielles. Le salaire, le temps de travail. Cependant, les modalités d'action changent. Le débrayage, la pétition, le refus d'heures sup. Parallèlement, de nouveaux rôles pour les syndicats apparaissent. Dans l'entreprise, le syndicat assure l'expression des revendications des salariés. Il permet aussi l'encadrement de la grève et sa fin. Dans la branche, le syndicat élabore en partenariat avec le patronat les conventions collectives. Enfin, au niveau national, le syndicat participe à l'élaboration des lois du travail et à la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale.